Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre humble serviteur, Dr. Mab, et aujourd'hui nous parlerons du Monument National. Montréal Hanté offre chaque samedi des histoires de fantômes de Montréal et de la région, en anglais et en français. Avant de débuter, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. Et maintenant, parlons fantômes. Nous sommes en 1891 et Montréal accueille sa toute nouvelle attraction, l'Éden. Un musée du bizarre logé dans l'édifice du Monument National et qui offre une expérience inégalée et satisfait les amateurs de sensationnel. Fondé par International Shows Limited qui cherche à créer dans la métropole canadienne une entreprise se concentrant, selon leur dire, sur les beaux-arts et les épisodes glorieux de l'histoire du monde. Les galeries souterraines du musée sont supposément conçues principalement pour les jeunes et se veulent une source continuelle d'apprentissage et d'amusement pour une connaissance durable de l'histoire. On y regroupe des sujets qui instruisent et amusent le public en prenant soin d'exclure le vulgaire et l'offensant. La porte d'entrée est en bois riche et en verre coloré. Le droit d'entrée de 10 sous était récolté par un commis en uniforme garni de dentelle dorée. Le rez-de-chaussée contenait une galerie artistique, une statue de cire de Sa Majesté la Reine Victoria, en robe de cour avec bijoux, Sa Sainteté le Pape Léon XIII portant ses vêtements pontificaux, le tout premier ministre du Canada et un grand nombre de curiosités et de reliques. En entrant dans le musée, on croyait être dans un monde de féerie. Depuis la galerie, les invités rejoignaient par un petit escalier la salle des curiosités. Là, on trouvait des curiosités vivantes telles que des nains et des contorsionnistes, mêlés à une étrange collection comprenant notamment des caprices de la nature, des merveilles scientifiques et optiques à caractère instructif et divertissant. La pièce contenait également plusieurs statues, des personnages de cire, des belles vues stéréoscopiques de champs de bataille et d'autres sites historiques, sans oublier un large assortiment de curiosités. Les visiteurs pouvaient également passer du temps à essayer de naviguer dans un labyrinthe magique. Un peu plus loin se trouvait la Chambre des horreurs, où on pouvait admirer, parmi d'autres étrangetés, un homme calcifié, des momies du Mexique, le squelette d'un enfant diable né avec les pieds et la queue d'un veau, et la réplique d'une fumerie d'opium. Diverses scènes de meurtre étaient également recréées, et certains des criminels les plus notoires de la société y étaient reproduits dans la cire. Le musée offrait fièrement des reproductions réalistes de divers meurtres crapuleux. Ceux de Rawdon, Saint-Canut, Saint-Henri, Valleyfield, Sainte-Cunégonde, ainsi que, de l'autre côté de l'Atlantique, le Dr. Crippen et Jack l'Éventreur. Une exposition populaire mettait en vedette un gorille enlevant une femme après avoir tué son mari, tandis que dans la cuisine du diable, les invités pouvaient observer Satan et ses sbires en train de faire rôtir un être humain au-dessus d'un grand feu. Il y avait également un théâtrorium, petit théâtre intime de 200 places qui donnait de magnifiques performances à chaque heure, concerts, farces, pièces de théâtre et autres. En 1894, le musée déménage au sous-sol du Monument National et, quelques années plus tard, se met à offrir des films muets et autres projections. Le musée employait également une force de police spéciale pour maintenir l'ordre dans les expositions et s'assurer que les femmes et enfants pouvaient faire leur visite sans crainte d'être harcelés ou agressés. Avec le constant renouvellement des expositions, les invités ne savaient jamais à quoi s'attendre en venant à l'Éden. L'une des attractions les plus étranges fit son apparition en 1905 quand le corps du plus grand homme au monde, le géant Beaupré, fut ajouté à l'exposition.
Le cadavre de 8 pieds 3 pouces devint alors une attraction touristique majeure. Édouard Beaupré était né à Willow Bunch, dans le sud de la Saskatchewan, le 9 janvier 1881. Cavalier en herbe, il dut abandonner cette vocation à 17 ans, car à 7 pieds 1 pouce, il était devenu trop grand pour monter à cheval. Sa croissance délirante continue jusqu'à ce qu'il atteigne finalement la taille de 8 pieds 3 pouces. Beaupré abandonne sa vie sur le ranch et se lance dans le show business, exhibant sa force en pliant des barres de fer et en soulevant des chevaux sur ses épaules. Il se présente de Winnipeg à Montréal et demeure quelque temps en Californie. Alors qu'il est à Montréal, le 25 mars 1901, il s'engage dans un match de lutte contre le célèbre homme fort Louis Cyr. Bien que Cyr remporte facilement le combat, la réputation d'homme fort de Beaupré est cementée. Il est très en demande par les nombreux cirques ambulants et exhibitions de l'époque et, en 1904, rejoint Barnum & Bailey pour des prestations à l'exposition mondiale de Saint-Louis. Malheureusement, Beaupré est terrassé par la tuberculose peu de temps après son arrivée. La famille ne pouvant payer les frais de rapatriement, le cirque embaume le géant, qui devient plus populaire que jamais. Son immense corps attire les foules à Saint-Louis et attise l'envie des nombreux cirques, foires et musées. Après quelques détours, il se retrouve à l'Éden en 1905 et est exposé auprès des personnages de Cyr. La macabre exposition s'avère extrêmement populaire et d'immenses foules déferlent au musée, dans l'espoir d'entrevoir le géant mort. Tant et si bien que les gérants se voient bientôt contraints de retirer le corps qui se voit abandonné dans un entrepôt. Quelques années plus tard, deux garçons découvrent le géant maintenant momifié et il est transféré à la faculté de médecine de l'Université de Montréal aux fins de recherche et d'exposition. Il faut attendre 1989 avant que le corps d'Édouard Beaupré soit finalement rapatrié auprès de sa famille en Saskatchewan. Après de nombreux obstacles bureaucratiques, le cadavre de Beaupré était sérieusement endommagé, ce qui n'a rien d'étonnant après des décennies. Tant et si bien que les membres de la famille durent se résoudre à l'incinérer avant de l'inhumer 85 ans après sa mort. Le musée Eden ferme en 1940 après qu'il eut été jugé trop tapageur par la Société Saint-Jean-Baptiste, propriétaire du Monument national. L'Association Saint-Jean-Baptiste, telle qu'elle se nommait à l'époque, avait conçu l'établissement pour servir à la fois d'installation communautaire et de centre culturel et artistique. Le Monument national avait été baptisé ainsi parce qu'il était le premier monument érigé à la gloire de la nation canadienne-française. L'impressionnant bâtiment avec sa façade néo-renaissance ouvre officiellement ses portes le 24 juin 1893, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Dès son inauguration au cœur de ce qui est en train de devenir le quartier juif, le Monument national s'impose comme formidable lieu de création, d'innovation, de discussion et de diffusion. Il s'agit en effet d'un des premiers et des plus importants foyers communautaires et culturels multiethniques d'Amérique. Outre les francophones qui l'adoptent d'emblée, les Juifs, les Chinois, les Irlandais et la grande bourgeoisie anglophone de Montréal fréquentent ce lieu où se côtoient les artistes québécois francophones, les comiques juifs, les vedettes chinoises de l'opéra de Canton, les chanteurs italiens, etc. Les célébrités du 19e siècle se produisaient dans l'immense auditorium du premier étage, et un théâtre burlesque du nom de Standard occupait le rez-de-chaussée. Le Monument national accueillait également des spectacles féministes et du théâtre yiddish, et il est considéré comme le berceau de la lutte visant à donner le droit de vote aux femmes du Québec. Après la Seconde Guerre mondiale, sa gloire commence à souffrir. Cette partie de la Maine devient le Red Light de Montréal, où se côtoient prostitution, gambling et drogue. Le public choisit de se rendre dans des théâtres plus grands, plus sûrs et plus confortables sur la rue Sainte-Catherine, condamnant le Monument national à sombrer dans l'oubli. En 1976, la Société Saint-Jean-Baptiste, en pleine difficulté financière, quitte l'édifice. Le pic des démolisseurs a longtemps menacé le monument, qui est déclaré bien culturel cette même année. L'École nationale de théâtre du Canada y déménage finalement et en 1991 entreprend
une restauration complète. Aujourd'hui, un studio de théâtre intime occupe le sous-sol où se trouvait jadis le musée Eden. Et selon le personnel et les étudiants, cette partie du bâtiment serait hantée. On parle de claquements de tuyaux et de bruits étranges. Le directeur technique de l'école, Ibsep, était très réticent d'y aller seul alors qu'il était étudiant de 79 à 81. À l'époque, le sombre sous-sol non rénové était lugubre et infecté de rats et autres bestioles. Il dit ne jamais y avoir été seul. Apparemment, bien que converti en studio, on y rencontre encore de mystérieux phénomènes de hantise. De nombreux étudiants rapportent y ressentir un étrange malaise et se sentir observés par quelqu'un ou quelque chose tapis dans les recoins sombres. 2 étages plus haut, on a aussi de nombreuses histoires d'un fantôme de femme qui apparaîtrait en haut de l'escalier menant au théâtre principal du Monument national. La légende veut que celle-ci soit nulle autre que Sarah Bernard, une des plus grandes actrices de son époque. Bernard se représentait à Montréal et à Québec et était reconnue pour la colère qu'elle attirait des autorités religieuses et par ses prestations qui se voulaient souvent très critiques envers l'Église. Le fantôme de Sarah Bernard resterait au Monument national parce qu'en 1905, elle avait voulu y jouer, mais en raison de contraintes budgétaires, elle avait finalement choisi de se présenter au Théâtre français à 5 minutes de là, dans ce qui est maintenant le Club Métropolis. Celle qu'on disait la plus célèbre actrice que le monde ait jamais connue. Bernard avait une réputation d'excentrique et de proie à des phobies, telles que la peur d'être enterrée vivante, de devenir mince, de vieillir sur scène, tout en perdant sa fascinante et presque inquiétante beauté. Afin de surmonter sa peur de l'inhumation prématurée, on raconte qu'elle aurait dormi plusieurs années dans un cercueil inconfortable. Elle aurait également gardé le squelette d'un homme, dont elle disait qu'il était mort d'amour, accroché devant le miroir de son effrayant boudoir, avec un doigt pointé vers sa propre réflexion. Quand Bernard est morte en 1923, les arrangements funéraires furent très simples. Elle avait déjà fait construire son tombeau en 1889 dans le cimetière du Père-Lachaise. Son fantôme serait-il retourné au grandiose Monument national, un théâtre où elle avait toujours voulu jouer? L'image fantomatique, aperçue au sommet de l'escalier principal du théâtre, serait-elle la sienne? Mais qu'en serait-il des mystérieux bruits dont les claquements de tuyaux et le sentiment d'inconfort qui hante le studio? Il semble peu probable que le fantôme d'une célèbre actrice puisse causer un tel chahut. Une hypothèse plus plausible serait que ces bruits soient causés par l'esprit d'Édouard Beaupré, ce géant dont le cadavre embaumé avait été exposé sans ménagement parmi les personnages de cire du musée Eden. On a l'habitude de dire que les morts n'aiment pas être insultés, et les restes du géant Beaupré ne l'ont pas eu facile. Refusé une sépulture auprès de sa famille en Saskatchewan et rempli de formaldéhyde, son cadavre a été transformé en curiosité de freak show pour être troqué au plus offrant. De l'exposition de Saint-Louis au musée Eden, les restes du géant furent donnés en spectacle avant d'être abandonnés dans un entrepôt poussiéreux. Récupéré par le personnel médical de l'Université de Montréal, son corps a subi encore plus d'indignité jusqu'à ce qu'il soit finalement récupéré par sa famille en 1989. Édouard Beaupré, avec sa force de géant, serait certainement capable de faire beaucoup de bruit. Peut-être que le fantôme du géant Beaupré chercherait à rappeler son périple contre nature à ceux qui osent s'aventurer dans le studio, en tabourinant sur les tuyaux, en faisant du bruit et en dévisageant les gens depuis les recoins sombres. Après tout, se voir refuser une sépulture pendant plus de 80 ans rendrait n'importe quel esprit inquiet et enclin à hanter les endroits où ses restes se virent manquer de respect. Voilà notre petit tour d'horizon du Monument national. Si, en tant que touriste ou Montréalais, vous y avez fait d'étranges rencontres, faites-nous en part, et en particulier si vous avez une idée de ce qui s'y trame.
Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Si vous voulez en savoir plus sur Montréal Hanté, l'organisation fondée par Donovan King, des liens se trouvent dans la description. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Et d'ici la semaine prochaine, gardez l'œil ouvert. On ne sait jamais ce qui se trame à Montréal.